Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Avec les améliorations continues du Very Large Telescope, l'arrivée prochaine du European Extremely Large Telescope, mais également de son équivalent américain, donc deux télescopes de 39 et 30 mètres respectivement de diamètre, avec le lancement prochain, enfin on l'espère, du James Webb Space Telescope, on serait tenté de mettre un petit peu à l'écart le télescope spatial Hubble, surtout qu'il nous a fait une nouvelle frayeur il y a de cela quelques semaines avec un gros problème sur un des calculateurs de bord. Problème technique qui aurait pu le mettre à la retraite. Aujourd'hui, avec Mathias de la chaîne Maths sur Mars et Kevin de la chaîne Big Universe, on vous propose à trois de faire un récapitulatif finalement complet sur ce fameux télescope Hubble. Et donc nous vous proposons 3 épisodes pour pouvoir faire le point sur ce télescope. Kevin va vous parler de toute son histoire, de plein d'anecdotes, des différentes missions de maintenance, etc. Matt va vous proposer de réfléchir sur les différentes possibilités pour sauver et prolonger la mission de ce télescope spatial au cas où on aurait des problèmes encore à venir. Surtout que le télescope spatial Hubble est le seul télescope en orbite à pouvoir observer dans l'ultraviolet. Et l'ultraviolet, c'est très compliqué sur Terre. Et pour ma part, je vous propose de vous parler des secrets du télescope spatial Hubble dans son aspect technique, c'est-à-dire quel est le type de télescope, quelles sont ses caractéristiques, comment il fonctionne, quels sont les différents instruments embarqués. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué, mais justement je vais essayer de vous vulgariser tout ça de façon à vous permettre de comprendre ces fameuses photos, mais surtout vous donner des exemples comparatifs par rapport finalement aux appareils photonumériques et caméras numériques que les télescopes, que les astronomes amateurs utilisent aujourd'hui sur leurs télescopes, que ce soit en imagerie des planètes ou en imagerie du ciel profond. Bref, de vous donner de comprendre ces photos que vous pouvez voir régulièrement sur Internet et de vous donner de comprendre en quoi ce télescope est vraiment un géant du patrimoine astronomique mondial, un télescope qui aura marqué un avant et un après dans la découverte de notre univers. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors, comme pour pas mal de mes épisodes, maintenant vous avez un petit peu l'habitude, mais je pense que ça permet d'allier la compréhension orale et en même temps la compréhension visuelle, et en tout cas c'est un petit peu le but pour vous permettre de mieux comprendre les choses. On va s'appuyer sur des slides PowerPoint comme sur le passé. Et donc aujourd'hui je vous propose de commencer par les caractéristiques principales de ce télescope. Lancé en 1990 avec 5 missions de maintenance, il mesure 13 mètres de long, 4,50 m de diamètre, une masse de 11 tonnes. C'est un télescope de type Ritchey-Chrétien, on va en parler. Un diamètre de 2,40 m, c'est pas excessif quand on sait que le plus gros télescope sur le sol français se trouve à l'observatoire du Pic du Midi et fait 2 mètres de diamètre finalement. Sa focale fait 57,60 m. Avec un rapport focal sur diamètre, cette fois à 24. C'est très élevé quand on compare avec les bagues de diaphragme sur les objectifs d'appareil photo. On se dit que c'est finalement pas très lumineux, mais je vais vous expliquer justement pourquoi. Il vole à une altitude de 590 km d'altitude avec une inclinaison de 28 degrés et fait un tour de la Terre en 96-97 minutes. Alors pour vous donner une idée un peu de sa taille, il est quand même assez énorme ce télescope. Alors je peux vous le comparer avec un objet que vous connaissez bien, un TGV, comme par hasard. Oui, je travaille à la SNCF, je sais, alors je parle de ce que je connais. Et voilà à peu près à l'échelle le télescope spatial Hubble et une motrice de TGV. Une motrice de TGV, ça fait 4 mètres de haut, la caténaire étant sur ligne à grande vitesse à 5 mètres de haut par rapport à la toiture du TGV. Et donc 4 mètres de haut, là vous avez un diamètre de 4,5 m, et puis là vous avez donc la longueur de 13 mètres. Je crois qu'une motrice de TGV fait à peu près 22 mètres de long, un truc comme ça, je ne sais plus très précisément, mais c'est pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée, ce qui signifie que vous pouvez comparer votre télescope Hubble avec finalement l'espace voyageur d'une remorque de TGV, vous voyez. On ne pourrait même pas le faire tenir finalement dans l'espace voyageur d'un TGV duplex. Alors l'autre caractéristique de notre télescope spatial, c'est qu'il est justement dans l'espace. Et si vous avez mon télescope ici, vous voyez qu'il repose sur Terre finalement, il va s'appuyer sur la Terre pour pouvoir ensuite s'orienter. Dans l'espace, c'est bien évidemment
pas possible. Alors comment va-t-il faire pour se repérer dans l'espace? Il va utiliser 3 viseurs d'étoiles. Ce sont les Fine Guidance Sensors, on va en parler tout à l'heure. Il utilise également des magnétomètres, c'est-à-dire une détection finalement du champ magnétique de la Terre, plus des gyroscopes, donc 3 paires de 2 gyroscopes. Il va se stabiliser comment? Puisqu'il ne peut pas s'appuyer sur Terre, bien évidemment. Il va utiliser 4 roues de réaction, donc finalement des volants d'inertie qui vont tourner. Et en les faisant accélérer ou ralentir, il va pouvoir créer un mouvement d'inertie pour pouvoir s'orienter. Seul problème, c'est que bien évidemment, on risque d'avoir une vitesse d'emballement à un moment donné, parce qu'on a besoin de continuer à tourner. Et bien pour ça, il va utiliser des magnétocoupleurs, et en fait, il va s'appuyer sur le champ magnétique terrestre pour désaturer les moteurs de ces volants d'inertie. C'est quand même un truc assez balèze. La dernière chose à considérer également, la protection contre le soleil. Alors toute sa surface est recouverte de matériaux spécifiques justement pour éviter un échauffement, parce que là l'échauffement du soleil quand on est dans l'espace il est très violent, et puis bien évidemment quand on est dans l'ombre de la Terre, là il n'y a plus d'échauffement du tout. Et il a des détecteurs qui vont lui permettre de savoir finalement qu'il est en train de se positionner en direction du Soleil. Et donc vous avez à son entrée, voilà, à son ouverture finalement, une porte mobile qui va se fermer. Donc cette porte mobile, vous pouvez la voir sur cette petite maquette, elle va venir se fermer devant le télescope pour éviter justement que la lumière du Soleil ne rentre à l'intérieur et n'endommage les équipements. Alors son orbite, l'orbite du télescope spatial Hubble, eh bien il y avait quelques impératifs finalement pour pouvoir le lancer. Il est à une altitude de 590 km d'altitude. Pourquoi? Parce que si on est plus bas, comme pour la Station spatiale internationale à 420 km d'altitude, eh bien il y a un tout petit peu de présence d'atmosphère qui va venir finalement le ralentir. Donc plus on va le mettre haut, mieux ce sera vis-à-vis finalement du ralentissement progressif de l'atmosphère terrestre. Le problème, c'est l'altitude maximale de la navette spatiale qu'il a lancée. L'altitude maximale, elle est de 1000 km théoriquement. Et en fait, le record, apparemment, ça a été les 620 km de la mise en orbite du télescope spatial Hubble. Il a une orbite un petit peu elliptique. Son inclinaison de 28,5 degrés, là aussi, est liée au tir de la navette spatiale, puisque elle est au plus optimal de sa capacité d'emport. En fait, quand la navette spatiale va sur le télescope va voir la Station spatiale internationale, sa capacité d'emport est de 16 tonnes. Là, on va aller plus haut. Et apparemment, donc, on était un peu dans les clous avec 11 tonnes, mais on ne pouvait pas faire forcément beaucoup plus. Alors concrètement, voilà ce qui va se passer. Vous avez la Terre, là, ici, vous savez que la Terre a un diamètre, si je ne me trompe pas, d'à peu près 6000 km, donc ce qui veut dire qu'en gros, on va être à une altitude de 1/10 au-dessus de la Terre, et là-dessus, notre télescope spatial, donc, il va avoir une orbite inclinée, comme ça, quand il va se déplacer. Donc ça va avoir deux aspects concrets. Le premier aspect concret finalement, c'est qu'on va pouvoir faire des pauses comme ça quand on sera d'un côté de la Terre, et pendant l'autre côté de la Terre, et bien là, à ce moment-là, on ne pourra plus faire de photos. Donc on ira éventuellement s'incliner pour aller s'orienter pour aller faire une autre photo ailleurs, et ensuite on reviendra. Donc on va faire des séries de photos d'une demi-heure à chaque fois. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, ça nous expliquera aussi pourquoi eh bien, on ne peut pas la voir depuis la France, à l'inverse de la Station spatiale internationale, puisqu'on va monter simplement à 28 degrés au plus haut. Donc on va pouvoir être limite de visibilité avec le Maroc et l'Algérie, mais pour l'Espagne et pour la France, l'Espagne, vous voyez, c'est 40 degrés de latitude nord, et la France, c'est entre 45 et 50, eh bien, voilà, on ne pourra pas la voir finalement depuis l'Europe. Le télescope spatial Hubble pourra être visible depuis le Maghreb. Alors il est très peu lumineux, pas du tout aussi lumineux que l'ISS, mais par contre il y a quand même des possibilités d'observation sous forme de transit lunaire ou transit solaire. Donc voilà pour vous donner un petit peu une idée de l'orbite de notre télescope et cette contrainte d'être proche de la Terre, mais c'était obligé puisque dès le départ il était prévu de faire des missions de maintenance et d'amélioration du télescope. Alors maintenant, on va essayer de regarder un petit peu à l'intérieur de notre télescope spatial, finalement, tous les différents équipements. Donc, vous avez la partie optique du télescope qui se trouve à l'avant, et à l'inverse d'un télescope de Newton où les instruments d'observation finalement se trouvent sur le côté, là, il a fallu trouver déjà un type de télescope sur lesquels les équipements se trouvent à l'arrière. Donc, vous allez avoir des équipements en position latérale et des équipements en position axiale. Après, derrière, bon, il y a les panneaux solaires, bien évidemment, des antennes, etc., etc. Et puis donc la porte d'ouverture à l'entrée.
Alors continuons avec quelques faits finalement notables par rapport à notre télescope Hubble. La première chose déjà, c'est son pouvoir séparateur, sa capacité à distinguer des fins détails. Donc je vous ai donné toutes les calculs, tout ça pour le High Resolution Channel, qui est la caméra qui est capable de distinguer les plus fins détails, et c'est la caméra qui a été utilisée, vous la voyez là, ACS HRC à droite, pour justement commencer à distinguer les variations donc, de luminosité sur la surface de Pluton. Et bien son pouvoir séparateur est donc de 0,054 secondes d'arc, quand on sait que Pluton finalement Pluton a un diamètre apparent de 0,1 seconde d'arc. Donc vous voyez, après il y a des techniques pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans la résolution, mais c'est vraiment pour ça que l'image finalement de Pluton est quand même assez floue. L'objet le plus proche observé par Hubble a été la Lune. Voilà, ils ont voulu faire des tests, etc. Le plus fin détail observable sur la surface de la Lune est de l'ordre de 100 mètres. Il n'est donc pas possible d'observer des traces des missions Apollo sur la surface de la Lune. Il est important de le dire. Avec un télescope amateur, on arrive à une résolution à peu près de l'ordre de 1 km, quelquefois même 500 mètres. Vous voyez, maintenant, le télescope spatial Hubble n'était pas non plus prévu pour l'imagerie lunaire. Ils ont dû faire très attention à ne pas endommager les différents équipements du télescope. La surface de la Lune étant extrêmement brillante par rapport à ce pourquoi il est prévu au départ. L'étoile la plus lointaine observée, c'est l'étoile Icarus à 5 milliards d'années-lumière. Alors, ça paraît un gros chiffre comme ça, mais je vais vous expliquer, je vais vous donner un ordre d'idée un petit peu pour se représenter l'affaire. Le rayon de la Voie lactée, c'est 52 000 années-lumière. Donc son diamètre est de 100 000 années-lumière. La galaxie d'Andromède est de 2,5 millions d'années-lumière, ça fait 25 fois le diamètre. 24 fois le diamètre de notre Voie lactée. Et bien l'étoile Icarus se trouve à 1970 fois la distance de la galaxie d'Andromède. Donc on est vraiment sur l'observation d'une étoile extrêmement lointaine. Normalement à ces distances-là, c'est des galaxies qu'on observe, mais une étoile strictement ponctuelle et distinguée d'éventuellement une galaxie, eh bien c'est un record. L'objet le plus lointain observé, ça a été la galaxie GNZ 11, à 13,4 milliards d'années-lumière. On va parler effectivement aussi de son travail justement sur le fond de l'univers. Et globalement, il y a eu plus de 20 000 observations différentes, à peu près en 30 ans donc d'exploitation du télescope spatial Hubble. C'est quand même assez conséquent. Alors voilà un exemple, justement le cratère Copernic par la Lune. Voilà, très clairement, elle n'est pas faite pour ça, c'est la Wide Field Planetary Camera 2 qui a été utilisée. Vous allez voir, ce vocabulaire va être plus clair pour vous dans quelques instants, et voilà une photo un peu rapprochée. Il y a quand même des détails qui sont très bons, mais comme on a pu le voir sur les lives justement On the Moon Again, vous pouvez voir que ce n'est pas le meilleur moment pour observer des détails sur la Lune. Alors quelques découvertes notables à propos de ce télescope. L'âge de l'univers, il a été daté à 13,8 milliards d'années-lumière en collaboration avec le télescope spatial Gaia, télescope européen. Il a contribué aussi très largement à la découverte, ou en tout cas travail sur l'hypothèse de l'origine des sursauts gamma. Donc c'est par exemple l'effondrement gravitationnel d'une étoile géante, la formation d'un trou noir ou d'une étoile à neutrons, ou la fusion de deux étoiles à neutrons. Donc les sursauts gamma, en fait, la longueur d'onde gamma, c'est une longueur d'onde de la lumière, et on observe de temps en temps des coups de burst de quelques secondes dans le rayonnement gamma, et le télescope spatial Hubble a quelquefois été utilisé pour nous aider là-dessus. Il nous a permis aussi de comprendre, parce qu'il a un tel pouvoir séparateur, que des trous noirs se trouvent au centre de la majorité des grosses galaxies. En fait, par exemple, pour Sagittarius A*, qui se trouve au centre de notre galaxie, eh bien, il a pu observer les mouvements rapides des étoiles aux alentours de ce trou noir, par exemple. C'est ce genre de choses. Donc ça, là, clairement, le télescope spatial Hubble a énormément aidé aussi là-dessus. Si je vous parle de 2003 UB 313, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Il a été provisoirement nommé Xena, du nom de Xena la guerrière, et en fait c'était la 10e planète du système solaire.
jusqu'en 2006. Parce que justement, découverte par Hubble, on a eu l'inquiétude de trouver d'autres corps comme ça dans le système solaire de plus en plus grand nombre finalement, et de se retrouver dans les manuels scolaires avec des dizaines et des dizaines de planètes à apprendre dans les manuels scolaires. Donc il y a eu toute cette réflexion qui a mené justement à faire la distinction entre les planètes et les planètes naines. Je vous renvoie à la conférence passionnante qui se trouve sur la chaîne, donc à savoir New Horizon de Pluton à Ultima Thule, où on parle de cet aspect-là. Et désormais, donc, eh bien, cette planète naine est connue sous le nom de Eris. Et là, vous avez peut-être déjà beaucoup plus entendu le nom, mais il faut savoir qu'à un moment donné, la 10e planète du système solaire a été la seule d'ailleurs détectée avec Pluton par les Américains. Il y avait eu à un moment donné dans le compte 10 planètes dans le système solaire. Le télescope spatial Hubble a également servi à l'étude de l'atmosphère des exoplanètes. Vous allez voir un exemple, c'est assez intéressant, puisqu'il dispose d'un instrument avec une possibilité de masquer l'étoile elle-même. Et enfin, il a travaillé sur l'énergie noire qui explique l'expansion de l'univers. Donc beaucoup d'autres découvertes que cela. Là, c'est juste un petit exemple, mais le télescope spatial Hubble a été déterminant finalement dans la compréhension de notre univers et des origines de l'univers. Continuons maintenant avec les caractéristiques finalement de ce fameux télescope spatial Hubble. Alors c'est un télescope de type Ritchey-Chrétien. Alors j'imagine que ça ne vous dit pas forcément grand chose. Ça c'est un télescope de Newton, vous connaissez les lunettes astronomiques. Les télescopes de Ritchey-Chrétien, ce sont des télescopes purement réflecteurs, donc uniquement des miroirs, pas de lentilles de correction. Ça par exemple c'est un objectif d'appareil photo de type Schmidt-Cassegrain. Vous avez une lame correctrice en entrée, vous avez un miroir primaire à l'arrière, un miroir secondaire devant, et éventuellement des optiques correctrices enfin en sortie devant votre capteur. On ne pouvait pas faire un télescope de type Schmidt-Cassegrain avec le télescope spatial Hubble et pourtant la confusion est souvent faite. Tout simplement parce qu'avec un diamètre de 2,40 m, il aurait fallu une lame de Schmidt d'au moins 2,50 m de diamètre et à partir de ce moment-là, gros problème, c'est le poids de cette lame de Schmidt, c'est les critères de déformation de cette lame de Schmidt. Il faut savoir que le miroir primaire, lui, a 150 petits vérins derrière pour le corriger et surtout, cette lame de Schmidt n'aurait sans doute pas résisté aux contraintes du décollage de la navette spatiale. Nous prenons donc un télescope de type Ritchey-Chrétien avec deux miroirs finalement, donc un miroir primaire de type hyperbolique, il est situé ici, et un miroir secondaire hyperbolique également, l'un est concave, l'autre est convexe bien sûr. L'énorme intérêt c'est qu'on a une absence de distorsion de coma, c'est-à-dire que les étoiles, que ce soit au centre ou sur le bord de l'image, eh bien elles sont strictement ponctuelles et elles ne partent pas en forme de petites comètes, c'est pour ça qu'on les appelle distorsions de coma. Et c'est vraiment indispensable, vous allez le voir dans les slides qui suivent, c'est indispensable pour assurer le fonctionnement de ce télescope. Alors ce miroir primaire, parlons-en, parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre au moment du lancement du télescope. Bien évidemment, vous comprenez que quand on travaille en salle blanche avec des masques pour la construction finalement de tous les satellites, on ne peut pas s'amuser à prendre le télescope et ensuite à le braquer vers le ciel pour le tester. Et le problème, c'est que les mesures de ce miroir n'ont pas été correctement faites et le miroir présentait ce qu'on appelle une aberration de sphéricité. Au final, l'image n'était pas la bonne. Alors c'est pas le tout de faire des tonnes de mesures, des contrôles, etc. et puis même des selfies de poser fièrement devant ce beau miroir. Le problème, c'est qu'effectivement, la première photo, elle a été floue ici. Donc ça, c'est le cœur de la galaxie M100. Et vous pouvez voir une photo faite par un astronome amateur, donc sur Astrobin, je vous mets le lien dans la description, avec un télescope de 250 mm ouvert à f4. Et là, vous avez le cœur, le centre de cette galaxie. Alors bien sûr, on n'a pas le même niveau de résolution, mais quand on est sur un télescope à plusieurs milliards d'euros, on est en droit d'attendre de lui des véritablement bonnes photos. Donc en fait un correcteur qui s'appelle le COSTAR a été mis au point et a été envoyé et installé sur le télescope spatial peu de temps après donc son décollage. 3 ans après, le correcteur était envoyé. Donc en fait c'est des jeux de petits miroirs dans tous les sens avec des petits bras mécaniques qui permettent de les replier et tout ça. Il était prévu à l'origine. En fait, du gré, alors là vous avez tous les différents remplacements des équipements du télescope, il était prévu dès le départ, ils ont quand même bien conçu les choses, que les futurs équipements qui allaient remplacer les premiers d'origine allaient avoir leur propre correcteur. Et en conséquence,
au bout de quelques années, on allait pouvoir retirer le costard et installer l'équipement qui s'appelle le COS, que vous allez trouver donc ici à droite sur le petit diagramme. Donc on joue avec des miroirs pour corriger l'image. Donc vous voyez que c'est quand même un équipement qui est pas négligeable en termes de dimension, puisqu'il fait la taille d'une cabine téléphonique, mais c'est surtout voilà, les jeux de miroirs qu'il y a là. Et donc voilà une photo d'une étoile faite depuis la Terre, la première photo de cette étoile sans le costard, et une photo après. Donc vous voyez quand même qu'on a eu un gain sérieux en termes de qualité d'image avec le costard. Et pareil, là, ici, donc sur NGC 1068. Donc il y a eu 5 missions au total de maintenance de la navette spatiale avec les remplacements. Donc vous voyez, finalement, la première mission, on a remplacé la Wide Field Planetary Camera par la version 2 et on a enlevé le HSP pour le remplacer par le costard. Et ensuite, avec la deuxième mission, on a été installé le STIS et le NCMOS, etc., etc. Puis ensuite, on a donc retiré le costard avec l'installation de la Wide Field Camera 3 et on a installé l'équipement COS. Donc au fur et à mesure, il y a eu des améliorations sur le télescope. Et voilà ce que ça peut donner. Donc la première photo de M100 avec, sans le correcteur, ensuite avec le correcteur et la Wide Field Camera, donc Planetary Camera 2, et ensuite avec la Wide Field Camera 3. Vous voyez la différence de qualité. Donc au fur et à mesure, finalement, le télescope spatial Hubble a connu des belles améliorations dans la qualité des images. Alors, le télescope spatial Hubble est en dehors de notre atmosphère, et ça c'est très très important de le noter. C'est justement d'ailleurs l'intérêt de ce télescope, et c'est la raison pour laquelle il a été envoyé. Donc l'épaisseur de l'atmosphère, vous la voyez là, on voit très très bien l'atmosphère terrestre depuis la Station spatiale internationale. Vous savez qu'on a une grosse problématique de pollution lumineuse. Dans les villes, on n'arrive plus à voir correctement les étoiles, et même si vous êtes à plusieurs centaines de kilomètres par exemple de la région parisienne, vous avez déjà toujours de la pollution lumineuse, même encore à Orléans, vous avez de la pollution lumineuse qui vient de Paris, ça commence à faire loin. Vous avez également la turbulence avec justement des étoiles, des planètes qui sont quelquefois très très floues, donc 2 photos faites avec le même télescope, en mauvaises conditions et en bonnes conditions, ça nous donne une bonne idée un petit peu de la problématique. L'autre problématique aussi, l'atmosphère agite-t-elle un prisme et sépare les couleurs, et quand on fait de l'imagerie à haute résolution, que ce soit des planètes mais également du ciel profond, eh bien on a ce problème à prendre en compte. Tous les télescopes professionnels, le VLT, tout ça sont équipés d'un correcteur, il faut le savoir. Et au final, l'absorption atmosphérique, vous voyez que quand on est en train d'observer quelque chose de plus en plus près, eh bien le violet, puis le bleu, puis l'indigo, etc. Le violet, l'indigo, le bleu, puis le vert sont absorbés au fur et à mesure, et l'image, vous voyez, devient de plus en plus finalement orange. C'est pour ça que le soleil est rouge quand il se couche, et ça c'est aussi un problème si on veut faire des analyses. En fait, on peut regarder finalement l'opacité de l'atmosphère face aux différentes longueurs d'onde, mais en allant bien au-delà de la lumière visible. On voit quand même, on a pas mal de filtrage dans l'infrarouge, et on va avoir du filtrage. Alors dans l'ultraviolet, ça passe encore un petit peu, mais en fait non, ça passe plus dans l'ultraviolet déjà, et puis plus on s'éloigne dans l'ultraviolet, moins ça passe. Donc si on veut faire des études ici et ici en particulier, clairement il faut sortir de l'atmosphère, et c'est un des objectifs du télescope spatial Hubble. Donc voilà les gammes finalement en termes de longueur d'onde des équipements du télescope spatial Hubble. On va travailler en ultraviolet avec le COST, donc Cosmic Origin Spectrograph, avec le Space Telescope Imaging Spectrograph également, et qui contient aussi une caméra. On va travailler dans la longueur visible avec le STIS, avec la Wide Field Camera et puis le ACS. Donc le ACS, Advanced Camera for Service, c'est un des derniers équipements qui a été installé, qui est vraiment excellent, vous allez voir. La Wide Field Camera 3 est très très bonne également et très intéressante. Les FGS, ça ce sont des capteurs de guidage, mais on va voir qu'ils peuvent être utilisés également pour faire un petit peu d'études. Et vous avez ensuite un travail dans l'infrarouge qui se fait avec la Wide Field Camera. On peut toujours déjà faire de l'infrarouge avec, on va voir un exemple. Et vous avez surtout le NIR Infrared Camera, un Multi-Object Spectrometer, donc là qui n'est plus en service depuis 2008, mais qui permettait vraiment et qui était dédié au travail dans l'infrarouge. Alors notre télescope spatial Hubble embarque pas mal d'équipements, de caméras, de spectromètres, etc. Et finalement, comment allez-vous les placer quand on considère que vous avez la partie optique ici à l'avant? Eh bien, vous allez pouvoir en placer en partie périphérique ici, et à l'arrière, donc en partie axiale.
Un des trucs qu'il faut comprendre et une des complexités de ce télescope, c'est que quand sur un télescope finalement amateur, si jamais je fais des photos du ciel profond, donc ce qui est en dehors du système solaire, des galaxies, des nébuleuses et tout, eh bien j'ai un appareil photo numérique. Si je veux travailler sur des planètes, je vais utiliser tout cet énorme équipement et je devrais le remettre en place. Si je veux faire de l'imagerie solaire, je vais utiliser un filtre de pleine ouverture et éventuellement des filtres un peu spéciaux dans tous les sens, etc. Donc en fait, je vais changer régulièrement les équipements que je mets derrière mon télescope amateur. Avec le télescope spatial Hubble, on ne pourrait pas tellement s'amuser à changer les équipements, on pourrait faire des trucs mobiles, mais imaginez que vous vous retrouvez à avoir un mécanisme bloqué, et bien en fait c'est quasiment la totalité de votre télescope qui se trouve complètement inopérant. Donc on ne peut pas envisager ça. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que nos différents équipements que vous voyez sur ce diagramme, eh bien on va les placer finalement les uns à côté des autres au niveau de l'exploitation de l'image aérienne, c'est-à-dire de l'image formée par notre télescope. Et donc je vais vous proposer de voir un petit peu ça. Donc il y a un code couleur que je vous propose. Vous avez en orange tous les équipements qui sont les équipements périphériques, voilà, qui sont placés à la périphérie du télescope. Et les équipements axiaux sont écrits ici en bleu et on va les détailler tous les uns après les autres. Vous allez voir, ça peut sembler compliqué au début, mais vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et donc on va commencer par exemple avec les équipements latéraux. Vous pouvez voir ici, vous avez les 3 Fine Guidance Sensors et la Wide Field Camera. Donc les Fine Guidance Sensors, ils vont être équipés, ils vont être au nombre de 3, ils vont être utilisés pour 3 applications. La première chose, c'est la reconnaissance de l'endroit visé, ce qu'on appelle de la résolution astrométrique. Donc on va faire une photo, reconnaître les étoiles, et on sera certain, à partir d'un catalogue, d'être en train de viser la bonne zone. Ça c'est quand même hyper important. Ça va nous servir à faire éventuellement des corrections de guidage, etc. Donc ensuite on va agir justement sur les volants d'inertie pour parfaitement orienter le télescope. Et enfin, on va pouvoir faire de l'analyse d'étoiles doubles et de la mesure de distance stellaire. Notre télescope, en fait, il tourne autour de la Terre, certes, mais la Terre tourne autour du Soleil. Donc, en fait, quand on a fait un tour en 6 mois autour du Soleil, eh bien, on s'est déplacé de 300 millions de kilomètres. Et par phénomène de parallaxe, on va pouvoir justement voir en 3D les distances des étoiles par rapport à notre système solaire. Et donc, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a établi, avec cette méthode, une cartographie 3D du système solaire. Alors certes, ce n'est pas le but du télescope spatial Hubble, c'est le rôle de Gaïa de faire ça, mais on est capable de faire ça avec cet équipement. Ensuite, vous avez la Wide Field Camera 3, donc vous voyez que c'est un gros équipement, et vous avez un petit pick-off mirror, là, un petit miroir pour aller récupérer l'image, et ensuite on a l'énorme équipement. Alors il est équipé de plein de filtres, c'est une caméra, donc on va pouvoir faire de l'imagerie donc en bande étroite, c'est une caméra, pour être technique, c'est une caméra CCD monochrome. On va pouvoir faire des photos avec des filtres, donc quand on fait avec un télescope amateur, on utilise ce genre de filtre, voilà. Donc des filtres en bande étroite, j'en ai d'ailleurs là-dessus. Celui-là c'est du H-bêta, celui-là c'est de l'oxygène 3 par exemple. Et donc c'est ce type de filtre qu'on utilise justement pour faire donc de la bande étroite sur des nébuleuses et étudier les nébuleuses. Et vous pouvez faire des photos par exemple de Jupiter ici. Alors là par contre on va utiliser des filtres rouge, vert, bleu par exemple. Donc il y a toute une batterie de filtres à l'intérieur donc de cet équipement. Alors cet équipement, il faut bien comprendre une chose, c'est que le capteur lui-même fait 45 par 45 mm de côté, donc c'est plus gros que mon Sony A7S où c'est 24 par 36 mm de côté, donc là c'est plus gros. Par contre, le champ réel sur le ciel, du fait des 57 mètres de focale, est tout petit. Donc je vous donne un exemple avec la grande nébuleuse d'Orion que vous connaissez ici. Et quand on zoome, en fait, on tombe sur le trapèze d'Orion qui est tout petit. C'est un des juges de paix d'ailleurs quand vous observez cette nébuleuse. Est-ce que vous arrivez à en voir 4? Est-ce que vous arrivez à en voir 6? Eh bien, voyez un peu la taille du champ. En fait, j'ai fait le comparatif. Ça correspond exactement au champ que j'ai avec mon télescope de 400 quand je suis en configuration planétaire à 6 mètres de focale. Donc, on est vraiment sur une toute petite portion de ciel quand on fait des photos avec cet équipement. Alors voilà une photo de la grande galaxie M31, la grande galaxie d'Andromède, faite avec justement cette Wide Field Camera. Il a fallu 411 tuiles pour faire cette mosaïque, 18 poses chacune de 30 minutes. Il a fallu au total 154 jours pour faire cette partie-là de la grande galaxie d'Andromède. Donc ça, c'est un truc à savoir, c'est que quand vous voyez une photo d'une belle galaxie, dites-vous qu'il y a des heures et des heures, voire des jours entiers de pause pour arriver à faire cette photo. Et vous voyez que sur cette photo, là, je vous ai mis vraiment
un crop, vraiment une vue rapprochée, on peut distinguer, compter les étoiles et tout ça, enfin, c'est juste affolant comme détail. Donc ça, c'est pour ce qui est de cette wide field caméra. Moi, de dire que je me plaignais de faire 3 photos donc avec mon télescope pour la galaxie d'Andromède, et j'ai fait 3 fois 22 minutes, alors un titre de comparaison, vous comprenez le malheur. Ce sont des temps de pause qui sont... 30 minutes, ça peut paraître long, mais ce sont des temps de pause qui en réalité sont relativement courts, puisque le rapport focal sur diamètre est à 24. En fait, si je ramenais ce temps de pause pour avoir la même quantité de lumière surface X sur mon capteur avec un instrument dont le rapport focal sur diamètre est à f6, comme une lunette 80 ED par exemple, ce serait simplement des pauses de 112,5 secondes, donc à peu près 2 minutes, et même 50 secondes pour un télescope à f4 comme le mien. C'est pour ça qu'on peut comparer la luminosité du centre par exemple de cette galaxie, donc toujours M100, et la même photo encore faite par Tommy, cette fois avec un télescope à f4. Il arrive sans problème à avoir la même luminosité d'image. En tout cas pour ce qui est des objets assez brillants. Après, pour des objets qui sont vraiment très très lointains, trop petits, etc., c'est tellement filtré par l'atmosphère que là, à un moment donné, il y a une limite. Mais c'est pour vous donner l'ordre d'idée de ce que représentent ces 30 minutes de pause. Ça peut paraître très long, et en fait, c'est pas si long que ça au regard de l'énorme focale du télescope. Comme je vous l'ai dit, on peut travailler aussi sur les nébuleuses, et un télescope amateur, eh bien, on va utiliser une caméra monochrome et des filtres comme les filtres que je vous ai montrés il y a quelques instants ici. Et donc là, avec ces filtres-là, eh bien, on va pouvoir faire un compositage en fausses couleurs, le rouge pour le soufre, le vert pour l'hydrogène, le bleu pour l'oxygène, et ça nous permet mentalement de mieux comprendre. Donc là, vous avez du bleu majoritairement, vous comprenez que cette zone centrale, c'est plutôt de l'oxygène, mais aussi vous avez du bleu-vert, donc on a aussi de l'hydrogène qui s'ajoute. Et là, par contre, tout autour, on est plutôt sur des zones rouges, donc on est plutôt sur du soufre. Donc ça nous permet de comprendre la nature des nébuleuses, c'est ce qu'on appelle la fameuse palette Hubble sur les nébuleuses. Alors il y a d'autres moyens de recombiner ces fausses couleurs, mais ça c'est une recombinaison qui est assez classique en photo, donc astronomique. Et vous avez un exemple ici. Le télescope spatial Hubble avec la Wide Field Camera 2 et puis ensuite la 3 a permis de constater l'évolution et les mouvements dans une nébuleuse. Là ici, les piliers de la création dans la nébuleuse M16. La Wide Field Camera permet également, avec un autre filtre, cette fois un IR Pass, de passer que l'infrarouge et pas la lumière visible, et bien de voir les étoiles à travers les poussières et les gaz de la nébuleuse. Et donc ça, c'est les fameux piliers de la création, photo extrêmement célèbre du télescope spatial Hubble. Et donc ces fameuses fausses couleurs de nébuleuse, eh bien vous les retrouvez par exemple dans cette fausse couleur de la nébuleuse de la Bulle, ou cette fausse couleur donc de la nébuleuse du Croissant, et vous pouvez voir vraiment la toute petite taille de zone photographiée par rapport à la taille de cette nébuleuse. Donc là, ça c'est par contre une seule photo, avec cet appareil photo sur un télescope déjà Ritchey-Chrétien de 500 mm de diamètre à l'observatoire de Saint-Véran. Ça vous donne de visualiser un petit peu la différence, et ça c'est aussi fait à l'observatoire de Saint-Véran. Donc vous voyez un petit peu, on est sur des zones toutes petites, mais on arrive à avoir des détails absolument affolants avec cette caméra. Alors les autres équipements, les équipements cette fois axiaux qui se trouvent à l'arrière du miroir proprement dit, enfin ils sont tous à l'arrière, mais là ils sont vraiment dans l'axe, eh bien on va les voir ensemble. Alors le premier c'est STIS, Space Telescope Imaging Spectrograph, donc un spectrographe. Eh bien on va passer finalement comme dans un prisme donc la lumière, et on va la séparer et on va pouvoir analyser la lumière en fonction des longueurs d'onde. Donc ici l'analyse de l'étoile Eta Carène, et ça nous permet de voir les natures de gaz qu'il y a à l'intérieur. Avec le décalage aussi vers le rouge, on va pouvoir mesurer l'effet Doppler et la vitesse d'éloignement ou de rapprochement d'un corps par rapport à nous. Et par exemple, le télescope spatial Hubble a servi à analyser un trou noir au centre de la galaxie, donc NGC 4151. Donc là, voilà une image du spectre en question. Donc voilà, on est sur cet équipement-là. À chaque fois, je vous ai mis la petite vue correspondant à la position de l'équipement. Ensuite, en collaboration avec l'équipement ACS, qu'on va voir juste après, eh bien, STIS a servi à analyser l'éjection de matière du trou noir de la galaxie M87. Vous savez, c'est ce fameux trou noir qui a été photographié par le Event Horizon Telescope il y a quelques mois déjà. Et bien là, le télescope spatial Hubble a analysé cette éjection de matière, justement, cette fois dans l'ultraviolet, et c'est justement un des intérêts de cet équipement. On peut analyser également les aurores sur les pôles des géantes gazeuses, donc Jupiter et Saturne. Là, vous voyez des exemples, c'est quand même assez bluffant.
Donc il y a également une caméra et pas seulement un spectromètre. On va maintenant parler de l'équipement COS, donc pour Cosmic Origin Spectrograph. Donc lui qui est donc là aussi un spectrographe, cette fois ultraviolet, qui nous sert donc à étudier eh bien, les différentes longueurs d'onde de petits objets comme des étoiles, des quasars, etc. Donc vous avez les longueurs d'onde qui sont fixées ici. La lumière visible, on commence aux alentours de 390 nanomètres, je crois, plus ou moins. Enfin, c'est l'arrêt du calcium, 390 nanomètres. Donc on est vraiment dans la limite du début de la lumière visible. Donc là, on est vraiment dans l'ultraviolet. On ne peut pas faire ça depuis la Terre. Et le télescope spatial Hubble a servi à faire des analyses. Donc avec l'équipement COS qui se trouve ici. Je ne suis pas du tout un expert après pour vous interpréter ce genre de choses, mais on peut mesurer pas mal de choses. Alors l'équipement suivant, c'est le NICMOS. C'est un équipement cette fois pour travailler dans l'infrarouge. Et donc un des problèmes de cet équipement, c'est de bien le refroidir, puisque si vous allez capter votre propre chaleur sinon. Il a servi notamment à analyser par exemple l'étoile du pistolet, une hypergéante bleue à 26 000 années-lumière de la Terre, qui est tellement présente finalement, il y a tellement de poussière entre nous et elle, qu'on ne peut pas l'analyser finalement en lumière visible. Et elle fait entre 100 et 200 fois la masse du Soleil, c'est absolument colossal. En quelques minutes à peine, quelques secondes, elle envoie autant de lumière, autant d'énergie finalement que le Soleil en une année. C'est quelque chose de monstrueux et donc votre capteur il se trouve ici sur le plan focal du télescope. Alors cet équipement, le NICMOS, il va nous servir également parce qu'il est équipé d'un capteur de photo aussi et pas simplement un spectromètre. Il va nous permettre de photographier ce qu'on a appelé le Ultra Deep Field, c'est-à-dire une zone tellement lointaine dans l'espace. Avec l'expansion de l'univers, eh bien, il y a un effet Doppler qui fait qu'on a un décalage dans le rouge. La lumière qui est émise dans la lumière visible, eh bien, comme il y a un éloignement entre les deux, eh bien, on allonge les longueurs d'onde et à ce moment-là, on se retrouve dans le rouge et dans l'infrarouge. Et donc, avec cette caméra, on a pu faire cette photo où on voit plein de toutes petites galaxies extrêmement distantes. On est à plus de 13 milliards d'années-lumière. Et enfin, on a pu l'utiliser en collaboration avec différents équipements, donc avec le ACS dans la lumière visible et le NICMOS dans la lumière infrarouge, pour pouvoir faire des analyses justement d'une même galaxie par exemple, mais pour pouvoir voir des choses différentes. Ça nous permet de passer à travers les poussières et tout ça, c'est quand même très très intéressant. On peut étudier également les planètes. Il faut savoir que dans l'infrarouge, étudier les géantes gazeuses est très intéressant parce qu'on peut voir justement les zones de chaleur. On peut notamment observer avec un filtre spécifique pour le méthane. Donc c'est intéressant pour voir aussi la nature des gaz des planètes gazeuses. Sachez qu'un filtre méthane existe pour les astronomes amateurs, qui peut se mettre dans une roue à filtre comme ça par exemple, ça coûte assez cher, mais il y a quelques astronomes amateurs qui en disposent et qui font des photos avec ça. Ça peut être intéressant de faire ce type d'études, mais en tout cas sachez que le télescope spatial Hubble le faisait. Enfin, on va parler du dernier capteur du télescope spatial Hubble, le ACS, donc le Advanced Camera for Survey. Donc, il existe en fait, il y a 3 caméras à l'intérieur. Une caméra grand champ, large, 15 micromètres par pixel. Elle est à peu près aussi grosse finalement que la Wide Field caméra dont on a parlé tout à l'heure. On a ensuite une caméra en haute résolution avec des photosites 2 fois plus petits. C'est vraiment celle-là qui va être utilisée clairement en planétaire. Et il y a une possibilité de masquage d'une étoile à proximité. Et enfin le dernier, c'est le Solar Blind Channel. C'est une caméra un peu plus compteur de photons en ultraviolet, donc très très précise finalement dans le décompte de la quantité de lumière. Donc quelques exemples. Mars observé donc en ultraviolet, vous avez Cérès observé avec la ultra haute résolution et vous avez NGC 3310 avec la Wide Field. Là vous avez le Ultra Deep Field avec la WFC, donc des galaxies extrêmement lointaines. Et vous avez là l'étude par exemple avec la ACS WFC, justement des ondes de choc au centre de la nébuleuse du Crabe. Donc un équipement très très intéressant également. Voilà un exemple là, donc avec le masquage d'une étoile, de l'observation d'une visuelle cette fois d'une exoplanète. Donc ça va être un des cœurs du James Webb Space Telescope, mais c'est le télescope spatial Hubble qui nous a permis de rentrer justement dans cette définition de la possibilité de le faire, donc de l'observation directe d'une exoplanète.
Il aura servi également à la découverte des sursauts gamma, donc voilà des exemples qui vous sont donnés. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est avec justement ACS Wide Field Camera 3 qu'on aura fait ce genre d'études. Donc vous comprenez une chose, c'est que tous ces capteurs sont disposés sur le plan focal de notre télescope spatial Hubble, et que s'il y a des éléments mobiles comme les filtres à l'intérieur de chacun des équipements, après derrière les équipements les uns par rapport aux autres ne sont pas mobiles. Donc en fait, comment on passe d'un équipement à l'autre? On va tout simplement désorienter très légèrement le télescope pour que l'objet visé se retrouve sur tel ou tel capteur. Alors on notera justement une chose, et ça c'est quand même assez intéressant de le dire, c'est finalement quelle est la dimension de ce plan focal complet qui doit être corrigé pour pouvoir nous fournir une image correcte pour l'ensemble des équipements. Si je prends cet objectif d'appareil photo, eh bien cet objectif d'appareil photo est capable de me fournir une image plane et correctement corrigée, c'est le rôle des lentilles qui en sortit, sur un appareil photo donc de type plein format 24-36. Et c'est le cas justement du correcteur de coma de mon télescope, même chose 24-36, 24 mm par 36 mm. On a dit, parce que bon, j'ai fait le calcul, que le capteur de la Wide Field Camera mesure 45 mm de côté. C'est à ramener par exemple au 24 par 36 mm de mon appareil photo numérique. 45 mm de côté, c'est déjà beau pour un capteur finalement d'imagerie. Eh bien, comme on a dit que tous les équipements du télescope spatial se retrouvent sur le même plan focal finalement, eh bien il nous faut un plan focal parfaitement corrigé et parfaitement net de 57,3 cm de diamètre. C'est ce que vous voyez justement sur ce diagramme. C'est absolument colossal et c'est la raison clairement pour laquelle il fallait absolument un télescope de Ritchey-Chrétien, car c'est la seule formule optique aujourd'hui qui nous permet, en tout cas quand on a voulu construire ce télescope spatial, qui nous permet d'obtenir une image parfaite sur la totalité. Comme on l'a dit, les FGS ont une précision spatiale justement énorme. Et donc voilà un petit peu, on reboucle la boucle sur l'aspect du télescope Ritchey-Chrétien. Alors les photos de notre télescope spatial Hubble nous font absolument rêver. Mais j'aimerais quand même vous montrer deux exemples de photos faites par des astronomes amateurs et qui viennent quand même se rapprocher des photos donc faites par le télescope spatial Hubble. Premier exemple, on a parlé donc de l'observation du pulsar et surtout des ondes de choc au centre de la nébuleuse du Crab. Eh bien, voici un exemple par Detlef Hartmann. Justement, on peut voir les ondes de choc au centre de cette nébuleuse du Crab observée sur 10 ans. Deuxième exemple, les lentilles gravitationnelles et les arcs gravitationnels. Quand vous avez deux galaxies très massives, finalement parfaitement dans l'axe, eh bien la lumière de la première peut être déviée par effet de lentille gravitationnelle par celle qui est la plus proche de nous. Alors la deuxième, elle n'est pas nécessairement hypermassive, mais il faut quand même qu'elle émette pas mal de lumière. Cet effet, ce qu'on appelle un arc gravitationnel, mais c'est aussi les croix de Einstein, a été théorisé justement, notamment par Albert Einstein. Et bien le télescope spatial Hubble a pu en observer. Eh bien, vous avez un exemple avec cette photo dans l'amas Abell 2218 donc de la constellation du Dragon. Eh bien, je peux vous montrer une observation faite par Jean-Marie Bonnefond, astronome amateur, avec un télescope Ritchey-Chrétien de 300 mm de diamètre, à propos des aspects techniques de ce télescope spatial et surtout de mieux comprendre les photos justement que vous pouvez voir. Et vous l'avez compris, il est le seul télescope en orbite à être en mesure aujourd'hui de faire de l'observation dans l'ultraviolet. Le James Webb Space Telescope qui va être envoyé sera 3 fois plus gros en diamètre, 3 fois plus gros surtout en focale, et donc pourra aller encore plus loin, mais son miroir sera recouvert d'or. Il sera très optimisé pour l'observation de l'infrarouge proche, mais aussi l'infrarouge lointain. Par contre, ne pourra pas observer finalement dans l'ultraviolet. Le télescope spatial Hubble reste donc totalement d'actualité pour ce qui est de faire des observations scientifiques, etc. Et donc pourquoi il faut le maintenir en vie absolument coûte que coûte. Et donc je vous propose, avant de vous laisser sur un diaporama des 100 plus belles photos du télescope spatial, je vous propose d'aller voir, et je vous mets un lien ici, la vidéo de Mathias sur la chaîne Maths sur Mars, pour découvrir finalement les réflexions et les scénarios possibles pour pouvoir sauver ce télescope et continuer à le faire vivre encore longtemps, sachant qu'on n'a plus la navette spatiale américaine. Et puis un épisode, et je vous mets le lien ici maintenant, de Kevin sur la chaîne Big Universe, qui vous parlera de toute l'histoire de ce télescope
et de plein d'anecdotes, etc. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Je vous remercie de votre attention. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Astro, à laisser un petit like. Et je vous laisse, en vous disant à très bientôt, je vous laisse donc avec les 100 plus belles photos de ce télescope spatial Hubble. Allez, à très bientôt, merci.